Bonjour à tous, bienvenue sur CCTV français pour cette nouvelle édition du journal. Nous ouvrons ce journal avec la une de l'actualité du jour, le sommet sur la coopération sino-africaine. Le président chinois Xi Jinping et les dirigeants de plus de 40 pays africains ont participé à la photo de famille de la cérémonie d'ouverture de ce sommet dans la capitale de l'Afrique du Sud, Johannesburg. Le président chinois a prononcé le discours d'ouverture lors de la cérémonie. Lors de ce sommet bilatéral, les dirigeants africains et chinois vont notamment discuter du développement mutuel de l'Afrique et de la Chine et du concept de la coopération gagnant-gagnant pour le développement commun. En après-midi, le président chinois va participer au forum commercial et à l'ouverture de l'exposition du secteur manufacturier qui débutera à 15 h heure locale. Le sommet va permettre d'élaborer la planification de la collaboration pour les 3 prochaines années. L'événement vise aussi à accélérer le processus d'industrialisation de l'Afrique et à aider le continent à favoriser le développement durable. Et justement, le président chinois Xi Jinping a prononcé le discours d'ouverture du forum sur la coopération sino-africaine. Xi Jinping a proposé de resserrer les relations entre la Chine et l'Afrique pour permettre la mise en place d'un partenariat stratégique coopératif global. Il a aussi promis 60 milliards de dollars pour la réalisation de 10 projets majeurs en Afrique. Pour construire le partenariat stratégique global de coopération sino-africain, la Chine va mettre en place 10 projets en collaboration avec l'Afrique lors des 3 prochaines années. Ces projets seront guidés par les principes de l'orientation gouvernementale où les entreprises seront les acteurs principaux dans les opérations des marchés dans un cadre de coopération gagnant-gagnant. Ces plans visent à aborder les problèmes qui ralentissent l'industrialisation de l'Afrique, dont le manque d'infrastructures, le manque de main-d'œuvre qualifiée et le manque de financement. Ce contexte va favoriser l'accélération de l'industrialisation de l'Afrique et la modernisation du secteur agricole pour permettre aux pays africains d'atteindre par eux-mêmes un développement durable. Pour assurer le succès de la mise en place de ces 10 projets, la Chine a décidé de fournir 60 milliards de dollars américains pour le soutien au financement. Le président Xi Jinping et son homologue d'Afrique du Sud, Jacob Zuma, coprésident le Forum de coopération Chine-Afrique à Johannesburg vendredi. Le forum sert de plateforme majeure pour le renforcement par les deux parties de leur coordination dans presque tous les deux secteurs. Voyons quelles ont été les réalisations de ce mécanisme de coopération. Le mécanisme de dialogue et de consultation du Forum de coopération Chine-Afrique se fait à 3 niveaux. Au niveau supérieur, la conférence ministérielle a lieu tous les 3 ans. Une réunion de hauts responsables a lieu 1 an avant chaque conférence ministérielle et une réunion préparatoire quelques jours avant. Les délégués se rencontrent également au moins 2 fois par an pour la réunion des diplomates africains avec le comité de suivi chinois. Pékin a accueilli la première conférence ministérielle en octobre 2000. À cette occasion a été adoptée la déclaration de Pékin et le programme de coopération Chine-Afrique en matière de développement économique et social. L'événement a lancé le partenariat Chine-Afrique basé sur la stabilité à long terme, l'égalité et les bénéfices mutuels. Le gouvernement chinois a effacé pour 10 milliards de yuans de dettes d'un certain nombre de pays africains les moins développés et établi un fonds de développement des ressources humaines pour l'Afrique. La deuxième conférence ministérielle a eu lieu à Addis Abeba en décembre 2003, qui a vu l'adoption de la déclaration d'Addis Abeba et le plan d'action qui découle. Celle-ci donnait les grandes lignes de la coopération Chine-Afrique pour les 3 années qui ont suivi. La Chine a décidé de former 10 000 professionnels africains et d'exempter de tarifs douaniers de certains produits exportés vers la Chine par certains des pays les moins développés d'Afrique. En novembre 2006, la troisième conférence ministérielle a eu lieu à nouveau à Pékin dans le cadre des dernières préparations du sommet de Pékin. La conférence a décidé, en se basant sur la déclaration du sommet de Pékin et du plan d'action de Pékin, d'établir et de développer un nouveau type de partenariat stratégique établissant l'égalité politique, la confiance mutuelle et la coopération économique.
La Chine a annoncé qu'elle allait soutenir le développement national de l'Afrique. Les mesures comprenaient une aide renforcée, des prêts à taux préférentiels et des crédits aux acheteurs d'exportation, l'établissement d'un fonds de développement Chine-Afrique et une assistance dans la construction du centre des conférences de l'Union africaine. La 4e conférence ministérielle a eu lieu à Sharm el-Sheikh en novembre 2009. Elle a été le théâtre d'une délibération sur les actions de suivi après le sommet de Pékin. La déclaration et le plan d'action établissant un plan sur 3 ans en matière de coopération Chine-Afrique. Le gouvernement chinois a annoncé de nouvelles mesures de coopération couvrant l'agriculture, la protection environnementale et la santé. En juillet 2012, la 5e conférence ministérielle a adopté la nouvelle déclaration de Pékin et le nouveau plan d'action pour les années 2013 à 2015, soulignant les priorités dans les domaines de coopération. Une nouvelle série de mesures que la Chine a dévoilées en soutien au développement pacifique de l'Afrique s'est concentrée sur 5 domaines principaux: investissement et finances, assistance, intégration africaine, échanges non gouvernementaux, paix et sécurité. Lors de la 5e conférence des entrepreneurs chinois et africains, les dirigeants du monde des affaires ont engagé ensemble avec les dirigeants politiques des deux parties une série de dialogues de haut niveau. Le forum présente une occasion pour les dirigeants du monde des affaires chinois de rencontrer leurs homologues du continent africain. Les thèmes principaux abordés cette année concernent le renforcement de la coopération dans les domaines des infrastructures, de l'industrie, des transports et de l'énergie. Les dirigeants du monde des affaires des deux parties entendent améliorer leur compréhension mutuelle. L'Afrique est en développement et chaque pays possède ses propres spécificités. Le marché est très important et les opportunités pour une meilleure coopération ne manquent pas. Grâce à cette conférence, les hommes d'affaires peuvent dans un premier temps avoir une idée du marché afin d'approfondir dans un second temps leur connaissance du potentiel local. Ils peuvent par ailleurs avoir une meilleure connaissance des stratégies de développement des pays africains et concevoir des plans d'action en fonction de leurs perspectives de développement sur le marché africain. Les représentants d'une dizaine d'entreprises chinoises à l'avant-garde dans la coopération sino-africaine ont également participé à l'événement. Pour nous, il s'agit d'une plateforme donnant l'occasion de mieux communiquer avec les entreprises africaines. Chaque participant est invité à partager son savoir. Nous sommes là également pour regarder la demande réelle du marché africain et pour ensuite décider de ce que la Chine peut mettre sur la table. C'est donc une bonne occasion de trouver nos futurs partenaires d'affaires. Plus de 20 accords d'une valeur de 13 milliards de dollars ont été signés, couvrant les domaines des infrastructures, de l'industrie chimique et de la finance. L'Afrique connaît un rapide développement économique. Les dirigeants économiques africains rappellent qu'il s'agit également d'une opportunité qui leur est donnée de mieux connaître la Chine. Actuellement, l'Afrique est dans une situation où elle entend s'industrialiser. Les pays africains veulent construire des infrastructures et leur réseau énergétique. La Chine est déjà passée par ce processus et nous savons tous que maintenant elle se dirige vers un modèle de développement économique s'appuyant sur la consommation intérieure. Les opportunités sont donc là pour que les pays africains réussissent leur industrialisation et leur développement local. Plus de 700 dirigeants du monde des affaires chinois et africains ont participé à la conférence. Ensemble, ils ont exploré les nouvelles voies communes de développement et de coopération gagnant-gagnant, afin de catapulter l'industrialisation du continent africain. Près de 55 ans après le début de leurs relations diplomatiques, la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo ne faiblit pas. Elle prend aujourd'hui, comme nous allons l'entendre dans un instant, des formes multiples. En fait, la coopération avec la Chine a évolué. Au début, c'était une coopération d'État à État. Je me rappelle quand je suis parti pour négocier, c'était pour la construction de ce palais du peuple, pour la construction du stade, mais là, c'était des dons d'État à État. Tandis que maintenant, cette coopération évolue parce que vous avez des entreprises chinoises, vous avez même des privés chinois qui viennent vers vous. Vous avez les banques chinoises qui interviennent dans le financement des projets. Vous avez les entreprises chinoises qui participent aux appels d'offres dans beaucoup de pays africains et qui gagnent. J'ai eu la chance moi-même de donner à une entreprise chinoise parce que j'étais ministre des Travaux publics,
il y a eu l'entreprise qui a participé à la construction d'une route dans la province orientale. Donc vous avez vraiment une coopération multiforme et maintenant vous avez même des individus qui viennent en Chine. Lorsque vous êtes ici à la Cité, vous trouvez des Chinois qui ont leur boutique, qui développent des tas de choses et qui apprennent aux Congolais cette manière de vivre en autarcie, c'est-à-dire de pouvoir compter sur soi-même. Nous poursuivons avec les performances du jour des principales places financières asiatiques. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 3680,90 points, en baisse de 1,67%, et l'indice des actions B a clôturé à 385,17 points, en baisse de 0,46%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A a fini à 2336,64 points, soit une baisse de 0,48%. L'indice des actions B a clôturé à 1237,17 points, en hausse de 0,23%. La bourse de Tokyo a dit en nette baisse, emboîtant le pas à Wall Street et au marché européen déçus après l'annonce de mesures de soutien moins importantes que prévues par la Banque centrale européenne. Le Nikkei des 225 valeurs de dette a chuté de 2,18% à 19 504,48 points à l'issue des échanges, portant son recul sur l'ensemble de la semaine à 1,91%. L'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a pour sa part abandonné 1,80% à 1574,02 points. Nous enchaînons avec les taux de change, les prix du pétrole et ceux des métaux précieux. Le pétrole a connu une hausse en Asie. Celle-ci intervient en amont du sommet de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, ou OPEP. Ses membres doivent statuer quant à la marche à suivre pour pallier à la production mondiale excédentaire. Les analystes estiment toutefois que cette hausse ne sera que temporaire puisque les membres de l'OPEP tels que l'Arabie saoudite et les pays du Golfe restent favorables au maintien de hauts niveaux de production. Lors d'une rencontre informelle entre les membres de l'organisation qui s'est tenue ce jeudi, l'Arabie saoudite a fermement soutenu que dans le cas de coupe dans la production, le groupe devrait faire appel à des producteurs non membres tels que la Russie. Un délégué de l'OPEP a confirmé cette prise de position en expliquant que l'année prochaine, l'Arabie saoudite proposerait un accord afin d'équilibrer les marchés du pétrole avec l'aide d'États non membres. Nous n'attendons pas de ce sommet un changement radical en termes d'objectifs de production. Cette rencontre est toutefois source de préoccupation pour plusieurs raisons, et notamment du fait du degré de coordination entre les pays de l'OPEP et les pays non membres quant aux éventuelles coupes dans la production qui restent encore à établir. Par ailleurs, il est envisageable que divers membres comptent sur l'Arabie saoudite pour réduire leur production. Mais je crois qu'au vu des 12 derniers mois de baisse du cours du pétrole et de la pression fiscale qui pèse sur ces pays producteurs, les autorités saoudiennes ne changeront pas de tactique à ce stade. À n'en pas douter, elles voudront garantir leur part de marché, ce qui signifie qu'à défaut d'une action coordonnée des autres membres de l'organisation, le niveau de production sera maintenu pour 2016. Le climat change plus rapidement en Arctique qu'ailleurs. Plusieurs régions naguère trop froides sont désormais exploitables. L'exploration gazière et pétrolière y est désormais discutée, au risque de diviser les communautés locales. Point Hope, Alaska, population 900 personnes. Aucune route ne mène à ce petit village. Le seul moyen d'y accéder est l'avion. Les emplois sont peu nombreux et éloignés.
Afin de se développer, la ville cherche à conclure un accord pour l'exploration pétrolière et gazière offshore, même si cela menace directement le mode de vie de ses habitants. Point Hope est divisé. Les opposants craignent que l'exploration pétrolière et gazière ne détruise l'environnement et des siècles d'une riche histoire culturelle. Le terme génocide vient à l'esprit. Pendant des années, Caroline Cannon a attaqué Shell en justice pour l'empêcher de forer dans les eaux fédérales de Point Hope. En 2012, elle a été l'une des récipiendaires du prix Goldman de l'environnement, l'équivalent du prix Nobel. Il n'existe pas de technologie prouvée qui puisse nettoyer une fuite de pétrole. Cette année, la plainte a été rejetée. Si Shell a gagné cette bataille, elle a en quelque sorte perdu la guerre. La compagnie a en effet annoncé l'arrêt des forages en Arctique après 8 ans d'exploration et des milliards de dollars de dépenses. Shell affirme que les tests initiaux sont décevants et qu'en conséquence, elle va cesser toute activité exploratoire offshore dans l'Alaska dans un avenir proche. Si les défenseurs de l'environnement se sont réjouis de cette décision, Rex Rock Jr., un jeune leader, est en colère contre ses voisins, qui veulent de meilleures infrastructures, routes, écoles, etc., mais sans se demander comment faire venir l'argent. Je pense que c'est contradictoire de leur part de dire « nous voulons cela, mais nous ne voulons pas ce qui va avec ». Il n'y a pas le choix, vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Vous devez accepter certaines choses. La population est consciente de la chute des cours du pétrole, mais leur remontée pourrait faire revenir Shell et ses consoeurs. Rien n'est donc encore joué. Combien d'entre nous connaissent véritablement leur empreinte carbone, sans compter la manière de la réduire? Certaines mesures peuvent sembler évidentes, comme éteindre les lumières ou fermer les robinets, mais vous pourriez être surpris de certaines des manières dont sont utilisées les ressources naturelles de la Terre. Est-ce que cette personne a l'air heureuse? Est-ce que ces feux de circulation passent jamais au vert? N'y a-t-il pas un autre moyen? Repenser nos options de mobilité est l'une des choses les plus importantes que nous puissions faire pour réduire notre consommation énergétique. Werner Virtala a justement pensé à cela pour sa communauté. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour tout le monde dans sa communauté urbaine écologique. Mais Werner est heureux de partager ses idées. Nous refroidissons notre zone de vie grâce à un plafond écologique. L'énergie solaire est revendue au réseau électrique et l'eau de pluie est collectée afin de servir pour les chasses d'eau. Voici quelques petites choses à savoir sur la quantité réelle d'H2O que la plupart d'entre nous utilisons. Si vous considérez la production d'un t-shirt, cela nécessite 2700 litres d'eau, ce qui représente environ 20 fois l'utilisation d'un individu chaque jour. Ici, les enfants ne jouent pas avec leur iPad. They play football here with old people. They need not the electronic parts. Ils sont davantage connectés que cela. We live in a synthetic world, and here they live in a real world. Sans vouloir priver Noël de tout son côté festif, nous avons effectivement tendance à consommer davantage au cours de la période des fêtes. Parfois, c'est largement évident là où nous engloutissons nos ressources. Mais il y a également des coûts cachés dans pratiquement tous les produits que nous achetons. Donc si vous apprêtez déjà à effectuer vos courses de Noël, attendez encore une dizaine de secondes. J'achète des cadeaux car c'est à la mode, parce que ça rip, parce que c'est cool, ou bien je les achète parce qu'ils ont une plus grande durée de vie, qu'ils peuvent être utilisés pendant plusieurs années. Cela a une grande valeur. Nous ne pouvons bien entendu pas tous construire une boulangerie écologique, mais quand il s'agit de réduire les émissions, beaucoup d'entre nous ont effectivement la possibilité de faire les bons choix. Le pouvoir d'achat croissant des touristes chinois fait sensation au Japon. Le terme pakukai, qui désigne les achats massifs réalisés par des touristes chinois, est arrivé en tête d'une étude réalisée sur les grandes tendances de l'année au sein de la société nippone. L'augmentation des revenus des touristes chinois, entre autres paramètres, a joué en faveur de ce phénomène économique marquant.
La croissance du revenu disponible des Chinois a fait du pays le plus grand fournisseur de touristes au monde. C'est pourquoi le gouvernement japonais a instauré en janvier dernier des mesures facilitant l'obtention des visas pour les ressortissants du pays. Les données officielles montrent qu'entre janvier et octobre, le nombre de touristes chinois voyageant au Japon a doublé par rapport à la même période l'année dernière. Nombre d'entre eux sont repartis avec des sacs remplis d'articles ménagers, notamment des cuiseurs à riz et des sièges de toilette. Est-ce que vous connaissez les achats explosifs? Il s'agit d'une nouvelle expression qui a fait son apparition au Japon pour décrire le grand nombre de touristes chinois qui viennent faire des achats au pays du soleil levant. Ce phénomène interpelle les manufacturiers chinois qui se demandent comment faire pour gagner ou regagner la confiance des consommateurs en Chine. Les explications dans notre reportage. La demande chinoise pour les produits internationaux est forte partout dans le monde. Ce phénomène s'explique par la croissance de la classe moyenne en Chine. Ce segment de la population a plus que triplé lors des 10 dernières années, pendant que les riches continuent d'être plus en plus nombreux. Mais ces Chinois ne s'intéressent pas aux marques chinoises. Le secteur manufacturier chinois n'est pas encore assez solide. En gros, nos entreprises ne possèdent pas leur propre technologie. La capacité d'innovation est faible, alors elles ne savent pas comment concevoir les composantes les plus importantes de leurs produits. Et le marquage et le service ne sont pas à la hauteur. Il y a maintenant 2 fois plus d'individus possédant un patrimoine net important en Chine par rapport à il y a 5 ans. On s'attend à ce que leur fortune collective augmente de 15% cette année pour atteindre 20 000 milliards de dollars américains. Cette croissance du revenu disponible a fait de la Chine le plus grand pourvoyeur de touristes internationaux dans le monde. Bien que le Japon soit la 3e destination la plus populaire pour les touristes chinois, derrière la Corée du Sud et Taïwan, ce n'est pas le seul pays profitant de la richesse croissance de la Chine. Mais la question est, pourquoi ne s'intéressent-ils pas aux produits chinois? Les Chinois préfèrent les montres suisses. Ils pensent que ce sont de vraies montres et que plus c'est cher, meilleur est le produit. Mais ce n'est plus le cas maintenant. La Chine fait de très bonnes montres, bien assemblées, et leur design peut rivaliser avec les plus grandes marques du monde. Les Chinois sont les touristes qui dépensent le plus au Royaume-Uni derrière les Américains selon Visa. Barclays estime que les touristes chinois au Royaume-Uni vont dépenser 1 milliard de livres sterling d'ici 2017. Mais le niveau de la technologie dans la fabrication, particulièrement des produits de consommation, ne se maintient pas au niveau de la croissance de la richesse. C'est pourquoi le pays a mis sur pied la campagne Fabriquer en Chine 2025 pour rétablir la confiance des consommateurs. Les analystes disent que l'évolution de la technologie et des compétences de la main-d'œuvre vont rapidement augmenter grâce aux mesures gouvernementales. Mais la faible expertise des entreprises locales en termes de mise en marché et de marquage pèse toujours sur les ventes des marques chinoises. Plusieurs experts espèrent toujours une plus grande ouverture de son marché de la consommation pour favoriser la concurrence de l'étranger. Cela pousserait les entreprises chinoises à prendre des décisions plus rapides, plus précises et à respecter des normes plus élevées pour leurs produits. Ainsi s'achève notre journal. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur CCTV français.